sur les ZFE, en particulier celle du Grand Paris. Nous avons eu l'occasion d'avoir plusieurs échanges avec certains d'entre vous sur le contexte réglementaire associé donc à l'évolution du calendrier critères du Grand Paris, et beaucoup d'interrogations donc se sont fait ressentir. Il nous a paru important à ce stade de pouvoir échanger notamment sur l'environnement réglementaire associé en fait à ce calendrier. Alors pour ce faire, bien sûr, quelques équipes de TLF, mais en association bien sûr avec le cabinet DG Associés et donc son représentant maître Mathieu Rago qui va nous accompagner ce matin, en tout cas le long de ce webinaire pour pouvoir donc nous donner ses contours en matière juridique et puis répondre à l'ensemble des questions donc qui vous apparaît important à poser ce matin. Naturellement avec moi, Olivier Poncelet, le délégué général de l'Union TLF, et Christophe Schmitt, président de la commission donc logistique urbaine de l'Union TLF, et aussi grand représentant du groupe Epner, voilà, qui nous accompagne au quotidien. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc, Morgane, qui tout à l'heure prendra la parole sur un aspect qui nous concerne tous dans le cadre des JOP, Morgane Verdure, donc notre chargé de mission développement durable. Voilà. Quant à moi, je suis donc Jérôme Douy, je suis directeur délégué au sein de l'Union TLF sur le pôle développement durable, logistique urbaine et multimodale. Et j'ai un petit peu la tâche ce matin, enfin, si vous voulez bien, juste peut-être de faire un peu les effets de transition pour passer la parole donc aux différentes personnes lors de ce séquentiel. Alors, ce que je vous propose déjà, puisque en fait, Christophe Schmitt est un aguerri du sujet, c'est une obligation, que ce soit en webinaire ou lors des commissions, déjà de nous faire juste une petite lecture, mais très, très brève, hein, puisque vous aurez les éléments à l'écran, sur les règles de compliance, puisque nous aurons des échanges à travers des différentes questions que vous aurez. Et il nous faut vous donner les contours de ces échanges. Oui, bonjour à tous. Alors la première chose à dire, c'est effectivement cette petite règle liée à la concurrence. Donc l'Union TLF est, comme vous le savez, une association à but non lucratif. On ne s'autorise aucune discussion sur des informations commerciales telles que prix, volume, marché, etc. Ça, c'est strictement interdit. Et si cela devait se produire, nous mettrons fin à la réunion. Voilà, merci pour votre compréhension. Vous avez ici à l'écran les échanges autorisés et les échanges illicites. Merci Christophe. Juste quelques règles avant de commencer le sommaire et puis ensuite le déroulé du webinaire. On est dans une formule Teams qui est très libre, évidemment, puisque ce webinaire a été réservé à nos différents adhérents. Donc, vous voulez beaucoup d'interactions. Le fait est, c'est que évidemment tout le monde a la possibilité d'ouvrir ou fermer son micro, juste pour qu'il n'y ait pas de bruit un peu perturbateur. Je vous demanderai simplement de fermer vos micros. Bien sûr, la prise de parole sera effectuée par chacun d'entre vous si vous le souhaitez, juste en levant la main, et on vous donnera naturellement la parole. Et le troisième petit point technique, c'est de vous informer que ce webinaire est enregistré, et donc il sera diffusé au travers du site de l'Union TLF, et ainsi que la présentation donc, qui vous sera fait, qui va vous être fait dans le déroulé. Voilà. Christophe, comme tu as la main, si tu peux passer juste sur la partie du sommaire pour qu'on puisse donc présenter. Voilà, merci. Trois parties sur ce webinaire. Ce matin, contexte des ZFEM, donc évidemment avec une vision un peu macro de cette installation des ZFE, l'évolution bien sûr des actions de TLF, puisque nous sommes aujourd'hui au cœur du débat, accompagnant les pouvoirs publics sur ces dynamiques, qu'elles soient au niveau national ou local. Et donc, Christophe Schmitt donc, vous donnera un certain nombre d'éléments de contexte, et je compléterai sur quelques éléments techniques. En deuxième partie, l'intervention de Maître Mathieu Rago, donc spécialisé sur la vision juridique des ZFE, et là en particulier donc sur ce focus
concernant le ZFE de la métropole du Grand Paris. Et puis en troisième partie, une séquence qui nous touchera tous, puisque dans 500 jours, nous serons aussi confrontés à un contexte réglementaire un peu particulier, mais celui des JOP. Et donc, que ce soit sur la ZFE ou le contexte spécifique des JOP, on va bien sûr avoir un certain nombre de réglementations qui vont être en parallèle et propres évidemment aux JOP. Donc, l'occasion peut-être d'en faire un petit balayage. Tout n'est pas défini, mais en tout cas de vous donner un petit peu où on en est dans les minutes qui restera de ce webinaire. Enfin, Bon, bah, si on peut commencer le contexte. on peut commencer par le contexte. Alors, en introduction, je dirais que la ZFE de Paris, elle est assez emblématique des problématiques qu'on connaît sur les ZFE, dans la mesure où Paris cumule à peu près toutes les difficultés et aussi tout ce qu'il ne fallait pas faire, notamment sur les délais trop courts mis en œuvre et sur un manque flagrant de communication de la ville et vis-à-vis des usagers qui pose aujourd'hui véritablement un problème. En termes de contexte général, hein, pour rappel, la mise en œuvre des ZFE, c'est lié à une volonté de l'Union européenne de réduire les émissions polluantes, qui datent d'avant 2015 déjà, et pour laquelle la France avait été condamnée, hein, parce qu'elle n'agissait pas. Donc la manière d'agir a été, la première manière d'agir a été finalement en 2015, la loi de transition énergétique et de croissance verte qui a mis en œuvre les dispositifs qui permettaient réglementairement de créer les ZFE. Ça précisait donc les véhicules concernés, les critères pris, la manière dont on classe les véhicules. Ça mettait en place également les sanctions. Il y a eu ensuite deux arrêtés, un qui a fixé les modalités de délivrance et d'opposition, et un autre qui définissait plus tout ce qui concernait la tarification de la redevance. En 2019, la loi LOM rend obligatoire, ça c'est beaucoup plus récent, l'instauration des ZFE dans les territoires qui ne respectent pas les normes de qualité de l'air depuis, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années, et permet à toutes les agglomérations le souhaitant également d'instaurer volontairement une ZFE. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, avec la vague verte aux élections, etc., qu'il y a beaucoup de villes qui ont commencé à mettre des ZFE, dont pas mal qui n'étaient pas du tout concernés par le caractère obligatoire. Puis en 2021, la loi climat et résilience, elle a fixé, elle, le calendrier des restrictions, en termes de critères, pour les territoires qui ne respectaient pas les normes de la qualité de l'air. C'était un calendrier non contraignant, on le voit aujourd'hui, hein, puisqu'il y a à peu près autant de calendriers que de ZFE. Et elle avait également prévu, au plus tard, pour le 31-12-2024, que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants auraient obligation de mettre en œuvre des ZFE sans fixer réellement de calendrier. Et donc, on voit aujourd'hui des agglomérations, hein, qui prennent de l'avance et d'autres, on verra plus tard, qui prennent du retard, et ça pose un certain nombre de problèmes. Euh, L'objectif des ZFE, Jérôme, c'est toi, je crois, qui devait intervenir cette partie-là. Oui, je compléterai juste que par rapport à la carte, évidemment, on ne va pas vous faire Ah on oui. peut demander de compter les points, mais il y a 45 territoires qui vont être concernés donc, par les ZFE. Donc dans les prochaines années. Il faut voir en fait qu'en moyenne, on va être sur à peu près 4 ZFE par région. C'est une moyenne, hein, parce que sur certaines régions, il va y en avoir beaucoup plus. Donc, ce qui évidemment crée pas mal de questions en matière de gestion, puisqu'une marchandise, par définition, n'a pas de frontières. Donc, passer d'une ZFE à une autre risque évidemment, et vous l'aurez compris, de grandes difficultés pour les entreprises du transport et de la logistique. Voilà, c'était juste le petit point que je voulais ajouter, Christophe. Merci. Oui, au moins 45 ZFE à court terme. Ouais. Alors, pour continuer dans cet aspect-là, il nous paraissait important, intéressant, en tout cas. Bien sûr, l'objectif des ZFEM, je dirais qu'on l'a
tous en tête, on l'a compris, il a été suffisamment porté depuis maintenant pas mal de temps. La mise en place des zones à faible émission, c'est bien sûr de réduire les émissions de polluantes, notamment des véhicules dans les centres urbains, mais il n'y a pas que les véhicules, hein, il y a aussi la partie immobilier, il y a la partie habitat, éventuellement d'usines, etc. Pour autant, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le scope sur les véhicules, dont la partie marchandises. Les vignettes critères, hein, qui ont été mises en place, elles sont basées non pas sur l'impact des gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle l'occasion de dire le CO2, notamment CO2 équivalent, mais sur tout ce qui va être tout ce qui va générer les particules fines, PM, PM2,5, PM10, ou le dioxyde d'azote, donc NO2. Le fait est, c'est quand on regarde un petit peu la répartition, alors c'est pas pour opposer, mais en tout cas c'est intéressant quand même de voir un peu la part du transport. En matière de polluants, gaz, notamment sur la partie oxyde d'azote, on va avoir donc la part du transport qui est portée à 53%. La tendance qui est notée par l'ensemble des organismes donc, qui mesurent, hein, c'est une tendance à baisser depuis ces 10 dernières années. Alors évidemment, c'est à prendre en variable par rapport en fait à où ça a été mesuré, mais d'une manière globale, il y a quand même une tendance à baisser. C'est peut-être d'ailleurs logique par rapport en fait à l'intensité des normes euro qui se sont installées dans le panorama, que ce soit pour les voitures particulières, les VUL, les bus ou en tout cas nos véhicules poids lourds. Et puis l'intensité donc en matière de particules, en particulier donc les PM10 et les PM2,5. Ce qu'il faut constater, c'est que finalement, quand on regarde sur, puisque c'est quand même un peu le sujet d'aujourd'hui, ce focus sur la métropole du Grand Paris, donc là, on n'a pas de mesure typiquement sur les frontières de la métropole du Grand Paris, mais plus largement sur la région Île-de-France, on s'aperçoit que finalement, l'émission la plus polluante qui pourrait nous correspondre est donc le dioxyde d'azote. On a une répartition qui est à 50% pour les voitures, 17% pour les VUL, 10% pour les bus et 6% pour les poids lourds. Voilà, donc à toute proportion gardée, évidemment que ça, d'un territoire à un autre, ça peut avoir une répartition un peu différente. C'est un peu ce qu'on a constaté, par exemple, avec Strasbourg, où la configuration n'est pas tout à fait la même, donc il peut y avoir quelques variabilités. Pour autant, aujourd'hui, on en est là, sur ce scope de la région Île-de-France. Donc avec quelque part, bon, bien sûr, une intensité ZFE autour du véhicule marchandise, mais pour autant un poids en matière de responsabilité qui est somme toute à graduer en fonction, bien sûr, des autres modes de transport, et en particulier au regard de l'intensité que les VL peuvent avoir sur le polluant qui est le plus impactant, le NOx. Alors, au niveau des ZFE, ce qu'on a constaté par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a à peu près 11, voire 12 ZFE qui sont créés. Il n'y en a pas une qui est pareille. Là, on vous a mis 3 exemples de ce qui se fait. On a la métropole de Toulouse qui prévoit une interdiction de la vignette critère 3 en 2024 et qui a mis en place des des particularités, des systèmes qui permettent de pouvoir rouler pour les gens qui ont des petits véhicules ou des choses comme ça. On a la métropole du Grand Paris qui, elle, prévoit par décret une interdiction du critère 3, mais le reporte en permanence et annonce, c'est surtout Paris, plus que la métropole d'ailleurs, qui annonce vouloir arrêter la critère 2024, la critère 2, pardon, en 2024, avec une vision Jeux Olympiques derrière, dans l'esprit, alors que nous savons tous que ça, aujourd'hui, les délais ne permettent plus de réaliser cet objectif. Et puis enfin, la métropole de Strasbourg, qui a pas mal travaillé, interdisant la critère 5 en 2023, la critère 4 en 2024, la critère 3 en 2025 et la critère 2 en 2028, avec un système dérogatoire qui permettra
aux véhicules de marchandises critère 2 immatriculés après le 1er janvier 2022, de pouvoir continuer à circuler dans la zone jusqu'en 2031. Ce qui, là, paraît quelque chose de relativement équilibré et en tout cas plutôt réaliste. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est la diversité des dérogations établies selon chaque territoire. Et également la diversité des mesures prises, hein, bien sûr. Et puis tout ce qui concerne ensuite les arrêtés de circulation, les ZTL. En termes de conformité, quand on lit aujourd'hui, on a pas mal travaillé chez TLF, hein, sur des guides, des choses comme ça. Et quand on voit la manière dont c'est rédigé les systèmes, les dérogations, pour la même dérogation, vous pouvez avoir 3 à 4 textes différents avec des interprétations juridiques, bien entendu, qui restent à découvrir et qui risquent d'être relativement différentes d'un territoire à l'autre avec tous les problèmes que cela pourrait poser. Donc face à ces difficultés, hein, bon, vous le savez, la commission, qu'on a créée, en 2017, fin 2017, début 2018, a beaucoup travaillé. On a, dès janvier 21, publié le premier manifeste, qui donnait un certain nombre de pistes aux élus et cetera, pour essayer de réussir le passage aux ZFE, sans clash. On a, à partir de là, créé un certain nombre de fiches techniques, de documents, qui nous ont permis effectivement de former, les permanents de TLF pour pouvoir participer aux réunions efficacement et parler tous d'une voix unique, sur un certain nombre de sujets. Elles ont également servi à certains de nos adhérents à participer à ces réunions et à pouvoir avoir les informations. En mars, de l'année dernière, on a publié le premier abécédaire qui reprenait en fait, toutes les informations sur les 11 ZFE existantes et qui démontre à lui seul la diversité et un peu l'incohérence qu'il existe à avoir comme ça 11 ZFE complètement différentes avec des calendriers, des systèmes dérogatoires, même des philosophies, hein, qui sont vraiment différentes. À partir de là, donc, on a, nous, fait 10 propositions pour réussir le déploiement des ZFE en France que nous avons envoyé à tous les élus en octobre 2022. Et puis, ça en est suivi, effectivement, après tout ça, peut-être une prise de conscience, mais aussi une crédibilité de l'Union, hein, par rapport aux travaux menés, qui a fait qu'on a commencé à avoir des concertations, des entretiens avec les services de l'État, avec les cabinets ministériels. On a été auditionné par l'Assemblée nationale quand il y a eu la mission flash, mais aussi par le Sénat quand il a fait sa mission flash. Les collectivités locales nous invitent systématiquement à leurs réunions, et cetera. Donc aujourd'hui, on a, je dirais, un panel de relationnel et de contacts qui nous permet d'être assez bien informés, même très bien informés sur ces sujets-là. On a également développé une stratégie d'alliance, hein, avec la commission qui fait qu'aujourd'hui, nous avons avec nous certaines associations qui regroupent des collectivités comme France urbaine. On travaille bien entendu avec toutes les autres organisations professionnelles pour essayer d'être dans des voies communes. Et on a un certain nombre de gens comme l'Automobile Club de France ou des gens comme ça qui nous suivent, qu'on peut contacter, qui peuvent nous aider à déployer des actions. Tout ça nous a permis de faire pas mal de choses avec dans des groupes de travail. Donc le 8 mars, il y a eu le lancement du groupe de travail ministériel sur la cohérence des ZFE, où on a coopéré avec Anne-Marie Jean et Éric Hémard en présidant, hein, le dispositif. Le 27 avril, nous avons, avec Jérôme, animé un groupe de travail sur les ZFE spécifiquement dédié aux ZFE, où on a pu présenter toutes les difficultés, hein. Je peux vous dire que le grand problème que nous avons, c'est que nos élus ne comprennent rien à la logistique ou très peu de choses. Et donc, ce groupe de travail, il y avait quand même 160 personnes à ces groupes de travail, qui représentaient les collectivités locales et territoriales de toute la France, nous a permis de bien expliquer le processus auquel nous faisons face, hein, qui est nécessaire pour choisir un véhicule, pour organiser ses tournées, etc. Et donc, on a plutôt pas mal avancé. Le 9 mai, nous présenterons
au ministre cet après-midi. Nous présenterons au ministre Clément Beaune, au cabinet ministériel, les orientations et les pistes pour harmoniser les ZFE, sachant qu'il y a donc 3 propositions dans un cadre unique, hein. La première proposition consistera à définir un calendrier partagé prenant en compte les capacités techniques et technologiques, et notamment le fait que c'est pas possible d'interdire la critère 2 techniquement avant 2030 et qu'il faut intégrer ça dans le dispositif. Il y a en deuxième proposition l'idée d'établir une liste nationale de référence des régimes dérogatoires avec peut-être un travail aussi sur des textes qui soient uniques, des choses comme ça. Et la troisième idée, c'est de publier un guide des bonnes pratiques des collectivités locales en matière d'aide, d'incitation et de transition pour essayer, autant que faire se peut, d'harmoniser les aides, sachant que c'est extrêmement complexe parce que les aides ne sont pas forcément payées de la même manière dans chaque, sont pas, enfin, débloqués de la même manière dans chaque collectivité locale et territoriale. Et donc, l'uniformisation est un défi auquel il faudra qu'on voie comment faire, mais sur lequel on avance également. Enfin, il y a une réunion du comité ministériel des ZFEM avec Christophe Béchu pour la restitution des travaux qui est prévue sans doute dans la dernière partie de mai, à laquelle bien sûr nous serons présents et nous défendrons nos positions. Merci. Voilà pour mon côté. J'ai envie de juste passer quand même la parole. Alors, je prends un peu de cours, Olivier Poncelet, mais Olivier est à la manœuvre sur ces questions-là en particulier. Et donc, c'est avec lui en particulier que la réunion du 27 avril, dont tu faisais référence, donc Christophe, donc s'est déroulée. C'est excellemment d'ailleurs déroulé, puisque nous avons reçu évidemment beaucoup, en tout cas, de retours de satisfaction concernant l'aspect pédagogique, mais aussi beaucoup, je dirais, d'intérêt auprès des collectivités, en particulier de France urbaine et puis de l'administration. Juste, Olivier, peut-être un petit point sur le séquentiel, peut-être les attendus en quelques minutes, puisqu'on a quand même un petit calendrier donc, dans le temps qui est d'ici le mois de juillet. Et puis, bien sûr, avec des objectifs et des ambitions pour TLF et nos adhérents. Ouais, je pense qu'on a passé une première étape qui était une étape très importante grâce au travail qui a été réalisé par Christophe Schmitt et les équipes avec Jérôme et Morgane, de cette prise de conscience qu'un certain nombre de choses n'étaient pas réalistes, d'une part en termes de calendrier, ou extrêmement peu opérationnelles pour vous en termes de modalités de déploiement. Cette prise de conscience, on pense qu'elle a quand même bien germé et maintenant elle a bien irrigué. La question dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et notamment grâce à cette réunion du 27 avril, c'est comment on convertit cela maintenant dans des décisions qui sont concrètes, juridiquement applicables et qui vont vous permettre d'avoir toutes les garanties nécessaires. Donc là, on rentre dans une phase un petit peu plus politique où on a un jeu de ping-pong entre l'État d'une part et les collectivités locales d'autre part. Et il faut qu'on réussisse à trouver cette voie de passage de manière à ce que chacun puisse sortir par le haut, sans revenir bien sûr sur le principe de libre administration des collectivités locales, mais en ayant un regard macro et national, parce que comme on le disait tout à l'heure, les marchandises se déplacent, et d'autre part parce qu'il va bien falloir qu'on garantisse l'approvisionnement de nos centres-villes, tout en garantissant et en ayant un cap déterminé de transition écologique. Donc c'est cet équilibre-là que nous essayons de trouver. Et donc, première étape importante le 27 avril, une étape importante aussi cet après-midi avec le ministre Clément Beaune, et puis rendez-vous ensuite en juillet avec le ministre Christophe Béchu, où on espère avoir des choses qui soient maintenant plus concrètes à vous annoncer. Merci Olivier. Écoutez, on est arrivé à la petite demi-heure de démarrage de contexte que on avait prévu. S'il n'y a pas de questions à ce stade, je ne crois pas qu'il y ait de main levée. Écoutez, il est temps de passer à la deuxième séquence, qui est donc liée à l'intervention de Maître Mathieu Rago du cabinet DG Associés. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. Je voulais juste apporter
un élément de contexte complémentaire. Donc, vous avez bien rappelé la séquence législative, hein, donc loi l'homme 2015, les ZFE deviennent obligatoires dans certaines zones. Non, pardon, enfin, loi transition énergétique 2015, ZFE facultative, loi l'homme 2019, décembre 2019, les ZFE deviennent obligatoires dans certaines zones. Et la dernière loi en date sur la question, c'est la loi climat résilience, donc du 24 août 2021. Donc le contexte législatif, ça vous l'avez, je reviendrai ensuite évidemment un peu plus précisément sur les dispositions. Un autre contexte qui est important, vous l'avez mentionné, c'est les décisions du Conseil d'État. Et ces décisions du Conseil d'État donc, qui ont sanctionné l'État à des astreintes donc à verser des sommes d'argent au motif du non-respect des critères qualité de l'air. Ces décisions vont continuer, enfin, en tout cas on peut anticiper, et l'État je pense l'anticipe, vont continuer de tomber. Donc je vous donne juste un très bref historique de ces décisions. C'est important pour comprendre aussi un peu les différentes contraintes qui pèsent sur l'État. Donc en 2017, le Conseil d'État avait enjoint à l'État de prendre des mesures, enfin d'adopter des plans de réduction des concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines. 3 ans plus tard, le Conseil d'État a fait le bilan, on était en 2020. Il a constaté que l'État n'avait pas suffisamment mis en place ces plans et il a prononcé une première condamnation sous astreinte donc de 10 millions d'euros. 4 août 2021, le Conseil d'État, pardon, liquide la première astreinte. Donc, ça signifie que le 4 août 2021, le Conseil d'État constate que l'État n'a toujours pas pris des mesures suffisantes et le condamne à payer les premiers 10 millions d'euros. Et 17 octobre 2022, dernière décision en date du Conseil d'État sur la question, le Conseil d'État constate à nouveau que l'État n'a toujours pas mis en place des mesures suffisantes pour réduire les concentrations de dioxyde d'azote et particules fines et liquide une nouvelle fois pour le deuxième semestre, une nouvelle fois une astreinte de 10 millions d'euros. Donc, ce qui signifie que sur cette base, et ça, ces concentrations, enfin, ces normes qualité de l'air, elles sont issues des directives 2008 et 2016 et qui ont été intégrées dans le droit français, dans le Code de l'environnement. Donc ça, c'est obligatoire. Et ce qui signifie que si l'État ralentit la mise en œuvre du dispositif ZFE ou ne l'applique pas tel que là, il est prévu, l'État s'expose à de nouvelles liquidations d'astreintes. Donc, c'est pour vous donner cet élément de contrainte pour l'État, c'est qu'il est obligé d'avancer sur ce sujet. L'autre élément de contexte qui est beaucoup plus récent, mais qui fait écho à ce que vous indiquiez dans la présentation sur l'absence de coordination, je vais revenir là aussi sur le calendrier législatif, mais on voit bien avec cette loi que l'État est pressé justement par le Conseil d'État et indirectement par l'Europe de mettre en œuvre ces zones de faible émission. Mais il le fait de façon assez empirique, d'où les évolutions de calendrier. Et c'est quand, en général, on légifère dans l'urgence, on avance un peu à tâtons parce que la planification n'est pas suffisante, n'est pas adéquate. Et le dernier élément, je trouve, qui est assez symptomatique de cette avancée empirique et de cet tâtonnement, c'est que fin octobre 2022, un coordinateur national avait été nommé. Donc c'était Édouard Manini qui avait été nommé pour assurer justement la coordination et l'harmonisation des ZFE sur le territoire national. Vous avez sûrement vu qu'il a quitté ses fonctions il y a un peu moins de 2 semaines pour être remplacé par Claude Renard. Donc,
on voit que non seulement il y a des tâtonnements déjà normatifs, c'est-à-dire dans la réglementation, mais y compris un peu plus organique, c'est-à-dire qui s'occupe de quoi, comment il assure sa mission, si le signal envoyé par un coordinateur national qui quitte ses fonctions, donc il avait été nommé en octobre, mais il avait pris ses fonctions en janvier, fin janvier, il me semble. Donc quelques mois après sa prise de fonction, il quitte ses fonctions, alors que son rôle est absolument clé, puisque c'est la coordination nationale. Ça vous donne là encore une indication sur la maturité de ce dispositif. Donc, toute la présentation que je vais vous faire est un peu appréciée à cette lumière de, on n'a pas évidemment toutes les réponses, puisque l'État tâtonne lui aussi sur ces questions. Alors, ce que l'on sait, bon, alors le dispositif ZFE, il est encadré d'abord par la loi. Donc, c'est l'article L2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales. Et cette disposition fixe les grandes lignes du dispositif ZFE et précise les compétences qui reviennent aux collectivités territoriales en la matière. Donc, vous l'avez également indiqué lors de la présentation du webinaire, il n'y a pas de... Enfin, il y a autant de ZFE qu'il y a de métropoles pour l'instant et de communes de plus de 150 000 habitants prochainement, parce que ça, c'est inhérent au dispositif. Les contraintes peuvent varier localement, et donc le législateur a souhaité conférer une responsabilité, une compétence assez étendue aux collectivités en la matière. Mais ce qui pose effectivement un problème de coordination du dispositif à l'échelle nationale et par conséquent d'accès au droit, c'est-à-dire de connaissance du droit, sachant que chaque dispositif ZFE est assez complexe. Une personne qui, ne serait-ce que fait du tourisme dans une autre ville, devra consulter avant des dizaines de pages de réglementation pour savoir où elle a le droit d'aller, quand est-ce qu'elle a le droit d'y aller et à quelle heure. Voilà. Donc, revenons sur l'article 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales, donc, qui définit les modalités de création de la ZFE. Comme je l'ai dit, il répartit les compétences avec le pouvoir réglementaire et il prévoit un calendrier échelonné sur lequel on reviendra ensuite, qui s'affiche déjà, mais sur lequel je reviendrai plus tard. Ce que nous dit l'article L2213-4-1, c'est que les collectivités territoriales, donc les exécutifs locaux, doivent adopter leurs propres ZFE en fixant un périmètre géographique, une durée, sachant que les ZFE sont des dispositifs qui vont être évalués tous les 3 ans. Il faudra qu'il y ait une évaluation et éventuellement une évolution du dispositif tous les 3 ans au sein de chaque collectivité. Ces collectivités fixent les règles de restriction de circulation. Elles déterminent les véhicules qui sont concernés et elles vont définir également des exceptions, en sachant que, je reviendrai aussi là-dessus, l'État fixe également au niveau législatif des exceptions. Donc il y a un empilement ici de 2 niveaux d'exceptions. On les verra en toute fin de présentation, les exceptions au niveau national et les exceptions au niveau local. Donc, voici les compétences des collectivités territoriales, avec, donc, comme calendrier, on va prendre les calendriers aujourd'hui, le calendrier global s'affiche, mais ce qui est intéressant, c'est que donc au 31 décembre 2022, ce sont les grandes métropoles qui ont mis en place les ZFE, donc il y en a effectivement 11 actuellement, et avant le 31 décembre 2024, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, avec un arrêté de liste de ces agglomérations qui sera mis à jour tous les 5 ans. Voilà. Alors, au sein de ces agglomérations, comme je l'ai dit, c'est aux collectivités territoriales de définir les restrictions de circulation, les périmètres, les durées, etc., avec, depuis la loi climat et résilience, une contrainte qui, elle, est législative. Donc ça, les collectivités territoriales, lorsqu'elles mettent en place leurs ZFE, doivent obligatoirement se conformer à ce calendrier qui s'affiche sous le premier calendrier, à savoir
1er janvier 2023 au plus tard, restriction des véhicules critère 5. 1er janvier 2024 au plus tard, critère 4. 1er janvier 2025 au plus tard, critère 3. Ça, c'est législatif. Toutes les collectivités territoriales vont devoir se conformer, enfin, les collectivités qui sont soumises au dispositif ZFE selon le calendrier qui figure au-dessus, toutes ces collectivités territoriales vont devoir respecter ce calendrier. Donc ça, c'est clair. Enfin, ça, c'est harmonisé, en quelque sorte. Victor, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Ouais, donc, et donc voilà, le suivant encore, merci uniquement pour le Grand Paris. Alors, le Grand Paris, la situation est un peu particulière car ses compétences ont évolué avec la loi climat-résilience. Donc la loi climat-résilience que je viens d'évoquer du 24 août 2021. Avant la loi climat-résilience, la métropole Grand Paris avait une compétence, sa qualité de métropole avait une compétence de coordination et d'harmonisation des ZFE. Depuis la loi climat-résilience, il y a eu un transfert de compétences qui a été accepté par les communes qui font partie de la métropole Grand Paris, et la métropole Grand Paris a la compétence désormais pour définir la ZFE. Compétence qu'elle n'a pas encore utilisée, on va y venir. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs étapes. Lorsque la métropole Grand Paris, donc avant la loi du 24 août 2021, avait cette compétence d'harmonisation et de coordination, elle a défini des calendriers d'application des ZFE. Donc, ces calendriers, pour schématiser un peu, ça correspondait à du droit mou, c'est-à-dire les communes qui font partie de la métropole Grand Paris devaient faire en sorte de se conformer à ce calendrier. Donc, le premier calendrier a été défini par une délibération du 12 novembre 2018 et à cette époque-là, les véhicules, c'était juillet 2022, interdiction des véhicules critères 5, 4 et 3. Janvier 2024, donc évidemment véhicules non classés, critères 5, 4, 3 et 2. C'était janvier 2024 et 2030, objectif 100% véhicules propres. Ce premier calendrier a été revu par une délibération toujours de la métropole du Grand Paris du 1er décembre 2020. On était encore sous le régime dans lequel la compétence de la métropole Grand Paris était harmonisation et coordination. Et elle a défini un nouveau calendrier, juillet 2022, critères 5, 4 et 3, janvier 2024, critères 5, 4, 3 et 2, et 2030, objectif 100% véhicules propres. Sur la base de ces délibérations de coordination et d'harmonisation, les communes de la métropole Grand Paris ont pris des arrêtés. À l'époque, c'était ces communes qui avaient la compétence, ont pris des arrêtés pour définir les périmètres, durée, véhicules concernés de ZFE. Donc, c'est ce qu'a fait par exemple Paris le 28 mai 2021. Et Paris a défini, donc, dans le respect du calendrier de Métropole Grand Paris et du calendrier législatif, a défini des règles de circulation au sein de la ville. Aujourd'hui, la Métropole Grand Paris est censée prendre un arrêté ZFE unique, puisque c'est désormais sa compétence depuis la loi climat-résilience, depuis le 24 août 2021. Elle ne l'a toujours pas fait. Donc, tant que la métropole Grand Paris n'a pas adopté cet arrêté ZFE, les arrêtés ZFE des collectivités territoriales qui sont qui sont dans le périmètre de la métropole Grand Paris demeurent opposables. Donc aujourd'hui, ce qui s'applique, ce sont les arrêtés de chaque commune, même si la compétence, désormais, c'est la compétence de la métropole Grand Paris. Donc la délibération pour l'instant qu'a pris la métropole Grand Paris, c'est une délibération du 1er juillet 2022 et qui a indiqué que le critère 3 serait interdit à partir de juillet 2023, mais avec deux réserves. C'était à condition, de la mise en place effective par l'État
du prêt à taux zéro, et deux, que l'État ait mis en place le contrôle sanction automatisé. Autrement dit, la métropole Grand Paris, le 1er juillet 2022, renvoie la balle à l'État, c'est-à-dire dit « moi, je mettrai en place l'interdiction de critère 3 quand vous aurez mis en place le contrôle sanction automatisé et quand vous aurez mis en place un dispositif de prêt à taux zéro ». Les contrôles sanctions automatisés, pour l'instant, les dates qu'on a pour la mise en œuvre, ça sera plutôt courant ou fin 2024, puisque les marchés publics sont en train d'être, pour l'instant, ils sont encore dans les phases marché pour mettre en place ces contrôles sanctions automatisés. Autrement dit, l'entrée en vigueur, l'interdiction critère 3 au niveau métropole Grand Paris risque de ne pas intervenir tout de suite. Il y a un élément important qui va peut-être de soi, mais qu'il faut mentionner, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, et qui est assez fondamental, c'est que tout ce calendrier critère 1, critère 2, critère 4, critère 5, critère 4 et critère 3 qui a été imposé par la loi ne s'applique qu'aux véhicules 4 roues de moins de 3,5 tonnes. Donc, ni poids lourd ni utilitaire. Pour poids lourd utilitaire, pour l'instant, le pouvoir législatif a donné toute latitude aux collectivités territoriales pour mettre en place des mesures de restriction de circulation. Donc, quand on parle de ces calendriers imposés par la loi, on ne parle que de calendriers pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Alors, les dernières évolutions depuis le 1er juillet 2022, depuis la délibération de la métropole Grand Paris du 1er juillet 2022, nous, ce sont des informations qu'on n'a que par la presse. Donc, il y a eu une première annonce par la métropole Grand Paris de reporter le dispositif à fin 2024. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le président de la métropole Grand Paris a souhaité une mise en œuvre post-JO 2024 et la présidente de la région Île-de-France, elle a évoqué report fin 2024 pour les particuliers. Donc, les sont quasiment sur la même ligne, pas exactement sur la même ligne. Effectivement, dans certaines communes, certaines villes de la métropole, des annonces sont différentes. Mais aujourd'hui, ce qui est fondamental de bien comprendre, c'est que les communes qui font partie de la métropole Grand Paris peuvent dire ce qu'elles veulent. C'est désormais à la métropole Grand Paris de définir le calendrier de mise en place des ZFE et des interdictions de circulation pour les critères 3 et critères 2 selon le calendrier législatif. Mais comme je vous l'ai indiqué, le calendrier législatif, pour l'instant, la seule contrainte qu'on a, ce sont pour les moins de 3,5 tonnes et c'est 2025, le 1er janvier 2025 au plus tard pour le critère 3. Lorsque la métropole Grand Paris annonce une interdiction critère 3 pour fin 2024, elle est conforme au calendrier législatif. En revanche, ça ne pourra pas être reporté en l'état de la loi, sauf à ce que le législateur modifie la loi, mais en l'état des dispositions législatives, la métropole Grand Paris ne pourra pas repousser au-delà du 1er janvier 2025 l'interdiction critère 3 au sein de la métropole Grand Paris. Et comme je vous l'ai indiqué aussi tout à l'heure, c'est pour ça que je faisais le point sur les décisions d'astreinte du Conseil d'État, c'est qu'aujourd'hui, si l'État, le législateur, repousse au-delà du 1er janvier 2025, ce qui peut être possible pour des raisons, là, il y a un vrai problème d'acceptabilité sociale du dispositif, donc il y a d'autres considérations qui sont très politiques, comme vous le soulignez, qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais si l'État, le législateur repousse au-delà du 1er janvier 2025 l'interdiction critère 3 pour les communes concernées par l'obligation ZFE, le signal qui sera envoyé au Conseil d'État pour la prochaine affaire liquidation d'astreinte sera effectivement, évidemment, très négatif. Donc, il y a une certaine, une fois de plus, contrainte qui pèse sur l'État. La métropole Grand Paris devait se réunir, s'est réunie le 14 avril dernier 2023 pour discuter calendrier de mise en place de la ZFE. Une fois de plus, je le redis, mais l'arrêté ZFE métropole Grand Paris n'est toujours pas adopté. Donc c'est quelque chose
qu'elle va devoir faire quand même tout prochainement. Le 14 avril, la métropole Grand Paris n'a pas abordé le sujet, l'a renvoyé à juin 2023. Donc on attend en juin 2023 si lors de la délibération, lors des délibérations de la métropole Grand Paris, ils discutent des ZFE et du calendrier et voir si des décisions un peu plus précises seront prises. Voilà. Donc voilà où on en est pour le calendrier d'application. Aujourd'hui, la seule certitude qui existe, c'est pour, au niveau déjà des communes qui l'ont mis en place, c'est les critères 5, enfin non classés, critères 5 et critères 4. Pour ce qui est du critère 3, vraisemblablement, désormais, ça sera, en tout cas, pas en 2023, ça c'est sûr, ou quasiment sûr, et très probablement fin 2024, à la limite prévue par le législateur. Le dernier point qu'on voulait faire, c'était sur les dérogations. Donc, comme je l'indiquais dans l'introduction, il y a 2 niveaux de dérogation. Il y a les dérogations nationales et les dérogations locales. Les dérogations nationales donc, sont prévues par l'article R2213-1-0-1 du Code général des collectivités territoriales. Pour les dérogations nationales, l'interprétation des dérogations devrait être, j'imagine, je l'espère, relativement harmonisée puisque elles sont nationales. Donc, lorsque les juges seront amenés à se prononcer sur ces dérogations, ils auront tendance à, ils n'auront pas à tenir compte des particularismes locaux, ils n'auront pas à tenir compte de quelle a pu être l'intention de telle et telle collectivité locale sur les dérogations, puisque là, la seule intention à laquelle le juge devra se référer pour apprécier, pour interpréter les dérogations nationales, ce sont l'intention du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire au niveau national. Donc, ces dérogations, très rapidement, sont véhicules d'intérêt général. Donc, véhicules d'intérêt général sont les véhicules prioritaires, police, gendarmerie, douane, etc. Les véhicules d'intérêt général qui bénéficient de facilités de passage, les véhicules du ministère de la Défense, les véhicules qui affichent une carte mobilité inclusion, et donc pour tout ce qui concerne le stationnement des personnes handicapées, le transport en commun de personnes qui sont à faible émission et le transport en commun qui assure un transport régulier de passagers. Donc ces dérogations, une fois de plus, ce sont des dérogations nationales et celles-ci, elles sont fermes. Elles peuvent également évoluer, mais en revanche, leur interprétation, elle sera a priori harmonisée. En ce qui concerne les dérogations locales, là, ça sera beaucoup plus complexe, puisque effectivement, comme vous le soulignez dans la présentation, chaque collectivité territoriale va pouvoir mettre en place des dérogations, des mécanismes de dérogation différents. C'est le cas pour la métropole Grand Paris. Par exemple, la métropole Grand Paris a prévu une liste de dérogations, enfin la métropole Grand Paris. Les communes, pour l'instant, qui sont situées dans le périmètre de la métropole Grand Paris, en sachant que ces dérogations qui ont été mises en place par les communes devraient être prises à l'identique ou quasi à l'identique par la métropole Grand Paris. Mais donc, les communes de la métropole Grand Paris, elles ont mis en place un système de dérogation par liste sans avoir besoin d'une dérogation au cas par cas. Inversement, d'autres métropoles qui ont déjà mis en place la ZFE prévoient des dérogations avec un mécanisme de demande d'autorisation préalable avant de se rendre dans la commune. Donc, on a des modalités de dérogation différentes et des listes de dérogations différentes. Si vous voulez, je pourrais vous faire la liste de ce qui est prévu comme dérogation pour l'instant à Paris. C'est l'arrêté du 28 mai 2021, pardon. Donc voilà, enfin voilà, il y a toute une liste à l'après-vert. Et là, l'interprétation, comme vous me disiez, risque de poser quelques problèmes puisqu'il faudra se référer à l'intention des exécutifs locaux. Donc l'harmonisation, comme vous le voyez pour l'instant, est loin d'être acquise.
Ce qu'il faut espérer, c'est que le nouveau coordinateur déjà reste en poste un peu plus longtemps que le précédent. Et je pense que c'est le sens justement de l'action que vous évoquiez, c'est d'essayer, avec les documents que vous allez porter, de trouver un système pour trouver un équilibre entre, d'une part, respecter les particularismes locaux et, d'autre part, quand même avoir un système suffisamment harmonisé pour permettre aux personnes de savoir ce qu'elles doivent faire, tout simplement la conduite qu'elles doivent adopter. En sachant que pour l'instant, les verbalisations, elles se font au niveau, enfin, c'est au cas par cas, les services de police. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu des exemples de verbalisation. La ligne de conduite, pour l'instant, qui a été donnée officieusement, c'est de ne pas trop s'énerver sur les contrôles à ce stade tant qu'on est encore en phase de déploiement. Mais il faut s'attendre à compter de 2024, en revanche, avec la mise en place du contrôle sanction automatisé, là, enfin, ce sont une sorte de radar avec des contrôles et sanctions automatiques. Donc, le dispositif va devenir quand même il est déjà contraignant, mais ça va se traduire rapidement par un dispositif de sanction. J'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, maître. Alors, il n'y a pas de main levée. Pas de main levée à ce stade. Moi, j'ai. Les mains. Ouais, C'est le moment je pense, de poser les je pense questions. qu'il y a, vous avez parlé beaucoup de révision des textes et notamment de réajustement. Vous disiez les ZFE seront évalués tous les 3 ans et je crois que c'était les dérogations les systèmes dérogatoires qui sont révisés tous les 5 ans, quelque chose comme ça. La question, c'est qui évaluera les ZFE tous les 3 ans? Est-ce que ça c'est défini? Et pareil pour les choses qui seraient à 5 ans, comment ça va se organiser? Excusez-moi, mon micro était fermé. Alors, ce que demande le législateur, c'est que les exécutifs locaux revoient leurs dispositifs tous les 3 ans. Donc, ce sera au niveau des collectivités territoriales que se fera cette évaluation. Il y aura certainement un dispositif, là encore, possiblement de coordination. Enfin, il n'est pas impossible que le législateur, lui, intervienne en fonction des remontées d'expérience des collectivités territoriales pour peut-être fixer de nouveaux cadres, enfin de nouvelles grandes lignes dans la mise en œuvre du dispositif. Mais la compétence, pour l'instant, pour revoir ces dispositifs, elle se situe au niveau des collectivités territoriales. Donc les métropoles qui ont mis en place leur dispositif ZFE devront revoir leur dispositif ZFE, voir si, en fonction, alors ça sera aussi en fonction de l'évolution des indices, enfin pas des indices, mais des mesures qualité de l'air. Qualité de l'air, bien sûr. Ouais. Donc, si le dispositif fonctionne, qu'on observe des réductions, peut-être qu'ils limiteront, par exemple, le critère 2, peut-être que ça sera repoussé si jamais les résultats avec les interdictions déjà critères 4, 5 et 3 sont significatives. Voilà. Mais ça, une fois de plus, c'est une évaluation qui va se faire au niveau. Alors, et de la même façon, les dérogations, la façon dont on traite les dérogations. Donc, comme j'ai dit, Métropole Grand Paris, c'est une dérogation sans autorisation. Dans d'autres métropoles, c'est un système de demande d'autorisation préalable. Ça aussi, ce sont des mécanismes qui peuvent être amenés à être révisés en fonction du retour d'expérience. Le mécanisme d'autorisation préalable, je pense, va trouver assez rapidement ses limites, mais peut-être que dans certaines collectivités, ça sera adéquat. Donc, c'est le sens du mécanisme de révision.
Oui, parce que je ne vous cache pas que nous, l'efficience, c'est un sujet qu'on pose souvent sur la table, en disant, mais ça, c'est des mesures qui sont, entre guillemets, non qui peuvent pas fonctionner, parce que on a des collectivités locales et territoriales qui n'interdisent les critères que sur les poids lourds, qui représentent à peine 6% du problème. Et donc on peut avoir un véritable doute sur, l'efficacité et de telles mesures qui, à mon avis, vont pas changer grand-chose à la qualité de l'air. Et donc là, c'est un point important là, le fait qu'il y ait cette évaluation. Maintenant, je pense que ça fait peut-être aussi partie des choses qu'il faudrait qu'on creuse, de savoir si on n'a pas intérêt effectivement de demander que cette évaluation, elle soit cadrée et qu'elle soit peut-être pas qu'à la main des collectivités locales et territoriales qui vont de toute façon tout faire pour masquer, autant que faire se peut, l'inefficacité des mesures qu'ils prennent si elles sont inefficaces. Merci. Nous avons une main levée, Olivier Dutrèche. Ouais, merci pour Bonjour cette Olivier. prise de parole en tout cas. J'avais une question tout d'abord. Merci déjà à TLF de prendre le sujet parce que c'est nécessaire qu'on puisse se fédérer un maximum. Merci aux différentes commissions aussi d'avoir pu prendre en compte les spécificités des loueurs. C'est vrai que très souvent, les conditions d'accès aux aides n'étaient pas prises en compte pour les loueurs et je sais que c'est un sujet qui est abordé maintenant par les différentes équipes de TLF. Ma question, Maître Rago, je voulais savoir, on a une grosse difficulté par rapport au rapport au temps. C'est qu'en moyenne, il faut entre 1 an et demi à 2 ans pour avoir des véhicules quand ils sont commandés, des véhicules neufs. Euh, Savoir un peu quelle était votre préconisation pour les échéances à venir pour la région parisienne. Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'elles sont vraisemblablement amenées à être revues dans le temps, mais la difficulté, si elles ne sont pas décalées de minimum 2 ans, en fait, il faut qu'on commande malgré tout des véhicules pour se mettre en conformité, et ça crée une vraie difficulté pour nos clients pour se projeter dans le temps. C'est qu'un report de 6 mois, finalement, sert absolument à rien, puisqu'on n'a pas le temps nécessaire pour avoir les véhicules neufs. Quelle posture on doit adopter finalement par rapport à des échéances potentielles qui vont reculer? Mais là, nous, on est dos au mur pour nos clients, on doit commander des véhicules. Quelle est un peu votre perception sur le sujet? Le sens de l'histoire, c'est, quelle que soit l'échéance, c'est la transition vers les véhicules les moins polluants. Donc, une fois de plus, gagner du temps, ça, ça reste dans le domaine du possible, notamment pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, puisque là, le législateur n'a pas fixé de calendrier impératif. Donc, ce sont les collectivités territoriales pour les poids lourds utilitaires vont fixer leur dispositif sans contrainte législative. Néanmoins, donc ça, une fois de plus, c'est possible dans le cadre des discussions avec les collectivités territoriales. En revanche, à terme, je serais surpris que le législateur ou que les collectivités territoriales s'accordent pour dire que finalement, critère 3 n'aura pas besoin d'être respecté pour les poids lourds et utilitaires. Donc, ça ne vous donne pas une réponse très précise sur la mise en œuvre, mais simplement que j'ai d'autres, dans des secteurs très différents, mais c'est un type de question que j'ai avec d'autres secteurs d'activité dans lesquels on a des obligations de transition. Il nous est arrivé de faire des recours contentieux contre des textes, des décrets, des arrêtés, etc., pour essayer de gagner du temps, de repousser. Mais les fédérations dans ces autres secteurs qui sont en transition, en général, le mot d'ordre est de toute façon, à votre rythme éventuellement, puisque le rythme imposé soit par le pouvoir réglementaire, soit par le pouvoir législatif est intenable, mais vous devez transitionner de toute façon. Et ça me paraît inévitable. Donc ensuite, sur les questions, une fois plus, je pense qu'il y a une marge pour les poids lourds utilitaires, comme vous le disiez, il faudra quand même continuer d'approvisionner les cœurs de ville. Donc il y a certainement des marges de discussion. Pour l'instant, on n'est pas sur le terrain juridique. Alors,
Dans ces discussions, on peut intégrer du juridique, mais donc il existe ces marges de discussion qui ne sont qui ne sont que, qui ne peuvent consister qu'à obtenir davantage de temps. Alors, quand je disais qu'on peut injecter un peu de juridique dans ces discussions, dans ces négociations sur les calendriers de mise en œuvre, c'est que donc il y a ce principe. En plus, ça a été consacré par le Conseil d'État, le droit de vivre dans un environnement sain, comme liberté fondamentale. Il y a le droit. Alors, le Conseil constitutionnel le consacre aussi comme droit à la santé et de la protection de l'environnement. Tout ça sont des principes de valeur constitutionnelle. Mais il y a aussi un autre principe constitutionnel qui est la liberté d'entreprendre. Et que si une mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, le juge peut faire un arbitrage en faveur de la liberté d'entreprendre. Je donne un exemple caricatural exprès pour bien comprendre, mais si là, demain, la métropole Grand Paris disait finalement, je vais appliquer critère 2 dans 2 mois, il en résulterait évidemment une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et très vraisemblablement, le juge censurerait ce dispositif parce qu'il serait inapplicable dans les délais, dans des délais aussi brefs. Donc, pour revenir sur l'aspect négociation, quand on discute avec les collectivités, c'est un argument. Alors, l'argument le plus, c'est l'argumentation opérationnelle qui va le plus parler aux collectivités. Mais s'il y a trop de résistance, on peut le déplacer sur le terrain juridique en disant, mais quand on vous dit que ça va nous coûter de l'argent et que ça peut même mettre des sociétés en grande difficulté, là, on bascule dans une argumentation plus juridique sur la liberté d'entreprendre. Voilà, donc il y a quelques leviers comme ça de discussion. Oui, Merci. Monsieur Poncelet, vous avez une question. Non, mais c'était pour échanger avec Olivier, parce qu'effectivement, c'est toute la difficulté dans laquelle nous sommes en ce moment. C'est que nous, ça nous semblait important d'avoir cet échange pour vous dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Déjà, ça, c'était de vous donner un petit peu ces éléments d'éclairage. Ce qu'on sait, c'est que le Conseil métropolitain de la métropole du Grand Paris doit se prononcer, selon toute vraisemblance, je prends un certain nombre de prudence, mais de ce qu'on en sait aujourd'hui, en juin, de manière à poser le calendrier de manière plus claire. Et il devrait dire, encore une fois avec prudence, mais c'est ce qui est le plus probable à ce stade d'un point de vue politique, que le critère 3 est exclu à partir de fin 2024 ou début 2025. Voilà ce qui est le plus probable aujourd'hui, dans un environnement, comme vous l'avez compris, politiquement complexe. La question sur laquelle aujourd'hui, nous, on n'a pas de réponse, c'est, et même d'intuition, c'est que devient le critère 2 dans ce contexte-là? Et un des travaux que l'on mène, et notamment dans la réunion grâce à laquelle tu as pu assister l'autre jour, le 27 avril, c'est d'essayer de faire dire au plus grand nombre de métropoles possible, et idéalement à toutes, qu'avant 2030, l'interdiction du critère 2 ne nous semble pas faisable pour des raisons technologiques, techniques, etc. Ils étaient présents. Je pense qu'ils ont entendu les arguments. Maintenant, encore une fois, dans les prochaines semaines, on va voir comment on peut sortir politiquement pour que ces métropoles qui avaient prévu, ou les communes qui avaient prévu donc une interdiction du critère 2, acceptent de ne plus le prévoir avant 2030 ou alors sous un mode dérogatoire comme à Strasbourg. Donc c'est ça l'élément d'incertitude à ce stade, mais voilà les éléments les plus probables que l'on a aujourd'hui à ce stade. Moi j'ai peut-être une autre question là qui me vient. Quand vous parlez de liberté d'entreprendre, est-ce que le fait que les mesures soient inégalitaires d'un territoire à l'autre pourrait jouer dans le sens de l'harmonisation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit vraiment des territoires qui font des choses totalement différentes à des distances relativement courtes, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Grenoble-Annecy ou des choses comme ça. Est-ce que le fait qu'il y ait vraiment une inégalité importante en termes d'autorisation de circuler, mais aussi en termes d'aide pour le changement, etc., pourrait être préjudiciable? Bonne question. Comme toutes les bonnes questions, c'est compliqué de répondre. Alors, sur
terrain, alors déjà, la première chose, comme je l'avais indiqué, et je pense que c'est important de le rappeler, le législateur a voulu que ce dispositif, c'est sciemment qu'il a conféré une grande compétence étendue aux collectivités territoriales en la matière. Donc c'est un dispositif qui, par essence, a vocation à être différencié en fonction des collectivités. Ça c'est la philosophie profonde, quoi. Maintenant, est-ce que sur ce terrain-là, on peut trouver des arguments juridiques pour contester? Alors là, on parle d'arguments juridiques pour éventuellement, alors soit négocier, une fois de plus, soit peser dans des négociations, soit même contester des arrêtés ZFE éventuellement, ou des refus de dérogation, etc. C'est vrai que dans un même bassin économique, je vous donne ces réactions très à chaud, ça mériterait, c'est pour ça que c'est une bonne question, je pense que ça mériterait une réflexion plus approfondie, une analyse plus approfondie. Mais dans un même bassin économique, on peut imaginer effectivement que deux opérateurs qui sont en concurrence sur ce territoire, mais dans ce bassin, un qui intervient l'autre, elle serait soumise à davantage de contraintes, pourrait se retrouver dans une situation inégalitaire, effectivement. Comment le traduire en termes juridiques? Donc, on a différents principes, hein, donc évidemment le principe d'égalité, le principe aussi d'égalité devant les charges publiques, c'est-à-dire que s'il y a des dispositifs qui sont mis en place d'accompagnement financier qui sont mis en place pour certains opérateurs et pas pour d'autres, en fonction de leur localisation, de leur siège, ça peut effectivement poser des problèmes. Ensuite, donc la réponse générale, c'est oui, ça me paraît possible d'articuler éventuellement des arguments sur ce terrain-là, mais il faudrait analyser, là ça requiert une analyse précise de situation au sein d'un même bassin économique et de voir si on peut en tirer quelque chose. Sur le terrain purement principiel, ça me paraît envisageable effectivement d'évoquer des principes tels que liberté d'entreprendre ou principe d'égalité. Ouais. Merci. Bien, écoutez, il n'y a pas d'autres mains levées pour le moment à ce stade. Vous pouvez aussi poser des questions sur le chat, hein, bien entendu. Tout à fait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ni par le chat, ni oralement, peut-être est-il temps de vous dire merci, maître, pour en tout cas ces éclairages qui susciteront certainement d'autres questions par la suite. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, de l'évolution des décisions de la métropole du Grand Paris, on communiquera très largement auprès de vous et de l'ensemble des adhérents de l'Union TLF. Donc, pour vous faire connaître l'état d'avancée, on aura probablement l'occasion également dans les prochaines semaines d'avoir des échanges aussi avec la métropole, d'une manière officieuse ou officielle, on va voir. Mais en tout cas, on tâchera de vous tenir informés au travers de la communication TLF, mais aussi de la commission logistique urbaine de TLF, avec encore une fois comme animateur Christophe. Très bien, merci beaucoup à tous. Donc je vais quitter le webinaire. Si jamais il y a des questions qui devaient revenir, n'hésitez pas. Je suis pas loin de mon ordinateur, donc si besoin, je pourrais me reconnecter évidemment. Voilà. Merci beaucoup, à tous. maître. Bonne fin de journée. Au revoir. Alors, pour compléter dans la troisième séquence, on avait prévu justement de vous donner un petit peu d'informations sur les contours, le contexte, mais relativement court, hein, puisque ce n'est pas tout à fait le sujet, mais quelque part. Ça viendra en parallèle donc de la dynamique ZFE, et en particulier sur la métropole du Grand Paris. Et ce qui va nous challenger dans les 500 jours là, qui viennent, c'est un événement international de grande envergure, puisqu'il s'agit des Jeux olympiques et paralympiques
2024, auquel 80%, on va dire, des séquences, en particulier donc des jeux sportifs, vont se dérouler dans Paris quasiment intramuros. Le contexte, il est relativement simple. Il y a bien sûr une dynamique logistique associée au JOP. Je dirais que c'est un peu la particularité, bien sûr, dans la dynamique des jeux, mais il y a aussi, bien sûr, la logistique du quotidien. Et ce que je vais faire, c'est donner, bien sûr, la parole à Morgane Verdure, qui suit les différents travaux pour l'Union TLF, avec vraiment un regard très, très attentif sur la logistique du quotidien et des séquentiels aujourd'hui de groupes de travail d'une façon assez collective qui sont en train de se mettre en place. Voilà, Morgane, si tu veux bien. Comme l'a rappelé Jérôme, il nous semblait important de compléter en évoquant donc le contexte de contraintes particulier et propre, au JOP 2024, puisque ce contexte va venir se superposer à celui des ZFE et donc il est essentiel de l'intégrer en parallèle, du déploiement de calendrier et de contraintes, de circulation. La métropole du Grand Paris souhaitait initialement, profiter des JOP pour avancer vers une logistique urbaine décarbonée, avec la volonté de raccorder finalement, les JOP à l'instauration des critères. Donc malgré l'évolution, et l'incertitude de calendrier et d'application des ZFE qui vient d'être présenté, les JOP vont venir, challenger, la logistique, globale et notamment la logistique, du quotidien, qui est donc autre que la logistique vraiment propre, des JOP 2024. Donc il s'agit vraiment d'un phénomène exceptionnel qui va avoir des impacts, assez importants en termes de restrictions de circulation. Donc, dans cette démarche, il est assez essentiel de bien identifier les enjeux qui vont venir impacter le transport de marchandises pendant cette période. Donc avec, différents axes. Tout d'abord, la question des voies réservées qui a été donc, abordée dans des textes réglementaires. Les voies réservées sont listées par décret, donc, vous l'avez ici, le numéro 2022-786, qui est sorti en mai 2022. Donc sur la base de ce décret, une carte a pu être établie et il s'agit donc de 186 kilomètres de voies qui sont potentiellement, réservées. Donc c'est vraiment un champ des possibles, c'est à lire comme ça, c'est des voies qui peuvent être réservées, avec des temporalités très différentes. Donc il va y avoir également cet enjeu de temporalité à venir définir. En plus de donc de ce premier axe, il y a également la question des zones de compétition, et des périmètres qui seront, attenants, puisque au sein de ces zones de compétition et autour de ces zones, il y aura des plans de circulation et de stationnement qui seront modifiés. Donc ces sites sont au nombre de 15, en intramuros. La logistique du quotidien, pardon, va également être impactée par une augmentation des volumes, puisqu'il va y avoir une augmentation, de la fréquentation au sein de Paris et autour de Paris. D'après les derniers chiffres de la ville de Paris, il s'agit environ de 15 millions de visiteurs cumulés sur les JO et les JOP. Et par jour, il s'agit de plus de 400 000 personnes sur l'espace public parisien. Donc, on va avoir une augmentation fatalement des besoins d'approvisionnement, et également cette augmentation des volumes, elle est à appréhender de manière, non lissée puisqu'il va y avoir différentes périodes avec différentes intensités, les JO puis les JOP et également 2 temporalités assez fortes sur cette période qui sont donc, la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture. Donc ces différentes temporalités mènent vraiment à une activité non lissée, où les prévisions sont un petit peu plus compliquées donc à appréhender. Donc ces phénomènes, auront forcément un impact sur, tant l'organisation des tournées et des stocks, mais également sur l'organisation du travail et le besoin en recrutement.
Donc, toujours dans cette démarche d'identification des enjeux, il est important d'identifier les différents secteurs géographiques qui vont être identifiés. Donc, en l'occurrence, les sites concernés ici en intramuros, donc 11 sites, sachant qu'il y en a d'autres autour de Paris. Mais donc sur la base de ces sites, de bien identifier les périmètres autour de ces sites de compétition qui vont être impactés. Donc vous les avez représentés ici sur cette carte, sachant que, ces différents sites, donc après échange avec la préfecture de police, autour des sites vont s'étendre différents périmètres avec des zones dites roses qui seront très proches des sites de compétition, avec une réglementation de circulation, très restrictive et ensuite une zone dite bleue, qui aura une réglementation de restriction de circulation un petit peu moins restrictive. Donc, dans cette logique de dégradé de restrictions, la préfecture de police a commencé à cartographier les différents sites et les restrictions avec sur la base d'un travail donc comme qui s'affiche là à l'écran, de zones de chaleur. Donc, vous avez vraiment, donc sur le centre, donc ça renvoie à la carte d'avant bien sûr, sur le centre, les sites de compétition avec justement cette contrainte de circulation, très, très importante et de plus en plus dégradée vers l'extérieur. Sachant que ici, sur la carte, c'est très localisé sur les sites de compétition, mais il y aura forcément des impacts aussi, en tout cas en termes de circulation, sur les zones intersites. Donc, donc ici, c'est une première préfiguration de la carte. La préfecture de police avance sur ce sujet-là pour avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé, de beaucoup plus fin en termes de lecture. Ici, on vous a mis la carte, intramuros, mais le travail est fait sur, l'ensemble des sites de compétition, qui vont être concernés par, les JOP 2024. Et donc pour finir et dans la continuité de ces constats finalement, il y a pour répondre à ces différents enjeux qui ont pu être identifiés, un travail commun, qui a été initié par, donc Interlude, la métropole du Grand Paris et le Club Logistique en Or, qui s'appelle donc le GT-LUJOP, la logistique urbaine, du quotidien durant les Jeux olympiques paralympiques, avec la démarche de vraiment regrouper l'ensemble des acteurs économiques et publics qui sont concernés, pour travailler sur ces différents axes de préoccupation finalement et d'identifier les questions auxquelles il n'y a pas encore de réponse et de pouvoir, les remonter aux acteurs, et aux autorités, compétentes. Donc l'objectif, c'est donc on a ici 4 axes de travail. La circulation durant la période des JOP, donc qui renvoie plutôt à la question des axes, réservés. La question des zones sécurisées autour des sites de compétition, donc pareil qu'on a pu, préfigurer sur les cartes et sur lesquelles la préfecture de police, travaille, également. La question des prévisions, qui était également un autre axe d'enjeu, donc de pouvoir, avoir une lecture fine, de justement cette augmentation des volumes. Des études sont menées, parallèlement, entre autres par, l'Office de tourisme sur la base de la vente des billets des Jeux olympiques. Et finalement, le 4e axe qui est très transversal, sur les 3 autres, sur la question de l'information et la communication, pour pouvoir agréger sur les 3 groupes de travail les informations qui auront pu être remontées, auxquelles les autorités compétentes auront pu répondre et d'assurer que, ces informations fassent l'objet vraiment d'un plan de communication transverse, pour pouvoir alimenter les acteurs économiques le plus tôt possible et de permettre une anticipation de cet événement. Ouais, Jérôme, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, mais sinon je te relaisse la main. Non, écoutez, c'est parfait. Merci Morgane pour ce point d'horizon sur les JOP, hein, parce qu'effectivement, ça va venir évidemment conditionner. Alors, au-delà des JO en eux-mêmes, hein, il y a quand même 3 phases de conditionnement. La mise en place des sites éphémères
qui vont bien sûr occasionner quelques mois avant quelques contraintes localisées de circulation du fait des travaux qui seront associés. Bien sûr, les JOP, Morgane vous l'avez clairement identifié, mais aussi toute la phase de démontage. Ça, c'est quelque chose dont on ne pense pas forcément, mais toute cette phase de démontage va courir jusqu'au mois d'octobre, presque novembre, et donc occasionnera, même si les JOP sont terminés, un certain nombre de difficultés complémentaires. Voilà le contexte. En tout cas, ce qu'on voulait y associer aux ZFE, il y a aussi, vous l'avez vu dans le slide au début, ces fameuses ZTL, en particulier sur Paris, qui sont peut-être en train de se mettre en place. Il y a certaines réflexions aussi en cours sur l'héritage des JOP, en particulier peut-être des voies réservées qui deviendront des voies réservées définitives par la suite, mais ça, c'est encore une autre question et ça suscitera certainement des échanges avec la ville de Paris en particulier. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. S'il n'y a pas de questions complémentaires à ce stade, moi je remercie bien sûr l'ensemble des intervenants et bien sûr naturellement l'ensemble des participants et nous ne manquons pas de vous donner des éléments complémentaires donc au fur et à mesure des semaines qui arrivent parce que je pense qu'on va avoir évidemment des choses et des lignes qui vont bouger. Oui, ben, merci à tous. Effectivement, on vous informera au fur et à mesure. Je vous appelle aussi à participer, quand vous le pouvez à nos commissions, parce que l'avis de tous compte et c'est dans les commissions qu'on travaille et j'espère vous y voir nombreux et ben, voilà, on arrive au terme de ce webinaire. C'est la première fois qu'on fait l'expérience. Je trouve que c'est bien fait et qu'on a réussi notre coup. Bravo Jérôme, bravo Morgane, bravo Olivier aussi et bonne journée à tous.